Our Body, accord perdu. Arrêt de la Cour d'appel de Paris du 30 avril 2009. Une exposition de cadavres chinois, entiers ou non, attelés à diverses activités, comme faire du vélo ou bien jouer aux échecs, et ce afin de mieux visionner les actions du corps humain. Voilà l'exposition intitulée Our Body, accord ouvert, qui vient d'être interdite à Paris, alors que divers pays, ainsi que les villes de Lyon et de Marseille, ont pu accueillir cette manifestation. Le 21 avril 2009, le juge des référés avait déjà ordonné la fermeture de l'exposition et placé les corps litigieux sous séquestre, car les cadavres devraient reposer dans un cimetière et leur mise en scène est contraire à la décence. Un appel est donc interjeté. Le 30 avril, c'est la Cour d'appel de Paris qui rend un arrêt plus modéré. Pour elle, la loi énonce que le respect du corps humain ne cesse pas avec la mort, mais cette protection n'exclut pas l'utilisation des cadavres à des fins scientifiques ou pédagogiques. Pour interdire l'exposition, elle ajoute que la protection du cadavre et le respect dû à celui-ci commandent de rechercher si les corps ainsi exposés ont une origine licite et s'il existe un consentement donné par les personnes de leur vivant sur l'utilisation de leurs cadavres. Ce qui, a priori, n'était pas le cas. La société Encore Evans s'étant fondée uniquement sur la fondation chinoise qui leur a fourni les corps de condamnés à mort chinois selon les associations demanderesses. La Cour ne ferme donc pas la porte aux expositions de cadavres humains. Qui a dit que la mort était un manque de savoir-vivre ? Aux urnes citoyens. Du 4 au 7 juin 2009 ont eu lieu, dans les 27 États membres de l'Union européenne, les élections du Parlement européen, seule institution élue au suffrage universel direct par les citoyens au niveau européen. Il est composé de 785 députés, nombre qui devrait toutefois évoluer lors de la prochaine législature 2009-2014, suite aux nouvelles adhésions d'États membres et à l'application du traité de Nice, puis du traité de Lisbonne s'il est ratifié. Notons que le taux d'abstention à ce type d'élection est relativement élevé, et ce, depuis le début en 1979, soit 59,36% pour cette année. Toutefois, le taux de participation à l'élection européenne s'élève pour la France à 40,48%, inférieur à celui du scrutin de 2004. En France, 11 partis politiques ont présenté des candidats pour ce scrutin proportionnel depuis 1999, où chaque parti présente une liste de candidats aux électeurs. Concernant les résultats, l'UMP remporte 27,8% des suffrages, suivi par le Parti socialiste à 16,4% et Europe Écologie à 16,2%. Le MoDem arrive quatrième avec 8,4%, puis viennent Libertas, le Front National et le Front de gauche. Les députés ainsi élus ont un mandat de 5 ans renouvelable, incompatible avec toute autre fonction dans les institutions ou organes communautaires ou nationaux. Le site du Sénat rescénarisé. Une nouvelle page d'accueil a été mise en ligne le 27 mai 2009 sur le site sénat.fr. Tout d'abord, le site du Sénat en chiffres c'est 14 ans d'existence, plus de 12 millions de visiteurs en 2008, 500 000 pages, 6 400 dossiers législatifs, 184 000 questions parlementaires. Alors, quoi de neuf, sénateur ? Selon le site lui-même, les couleurs sont allégées, le graphisme est épuré, l'organisation est simplifiée. Le cœur du métier du Sénat est rendu plus accessible, qu'il s'agisse des travaux parlementaires, rapports, textes de loi, remontés au centre de la page. La chaîne parlementaire Public Sénat est mieux intégrée, notamment les vidéos. Une nouvelle rubrique apparaît pour répondre en termes simples à la question « À quoi sert le Sénat ?» Pourquoi ces changements ? Le Sénat change, son site change. Et ce, en raison de 3000 réponses d'internautes à l'enquête en ligne menée par le Sénat. Et ce n'est pas fini,
car fin 2009, de nouvelles fonctionnalités seront développées et une nouvelle charte graphique sera déployée. Les citoyens pourront donc désormais suivre la loi en train de se faire. Encore un coup porté au recours pour excès de pouvoir. Arrêt du Conseil d'État du 16 février 2009, Société Atome. Le contentieux relatif aux sanctions que l'administration peut infliger à un administré ne relève plus du recours pour excès de pouvoir, mais du plein contentieux. La haute juridiction estime qu'il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce, entrée en vigueur, entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Que, par suite, le juge se prononce comme juge de plein contentieux. Cet arrêt constitue un revirement par rapport à la jurisprudence Lequin du 1er mars 1991, revirement prévisible pour deux raisons essentielles. D'une part, il s'agissait de se mettre en conformité avec la jurisprudence européenne. La CEDH a considéré le 23 octobre 1995 que le juge compétent pour connaître des sanctions administratives doit avoir les attributs d'un organe judiciaire de pleine juridiction. D'autre part, de nombreux textes législatifs et réglementaires pris ces dernières années avaient déjà consacré le recours de plein contentieux en matière de sanctions administratives et notamment pécuniaires. Cette solution jurisprudentielle consacrée par l'arrêt Société Atome présente des avantages et des inconvénients. Le moins, en matière de recours en excès de pouvoir, la situation d'un administré ne pourrait être aggravée du fait du recours. Le plus, en matière de plein contentieux, le justiciable bénéficie de la garantie de l'intervention du juge, même s'il est parfois délicat pour lui de se substituer à un organe spécialisé. Existence et étendue de l'engagement de caution. Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 14 mai 2008. Le créancier assignant la caution en paiement doit établir l'existence même de ce lien contractuel, laissant au magistrat le soin de rechercher la commune intention des parties. Mais également que la caution peut, comme moyen de défense, invoquer l'extinction de son engagement, du seul fait du créancier, les conditions de mise en œuvre du nouvel article 2314 du Code civil faisant l'objet d'une riche évolution jurisprudentielle. Nature juridique du contrat de prêt et responsabilité du banquier. Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 7 avril 2009. À première vue, on pourrait penser que l'arrêt rendu par la Cour de cassation n'est qu'un arrêt de plus qui s'ajoute à une longue série de décisions rendues sur le thème de la responsabilité du professionnel du crédit vis-à-vis de l'emprunteur. Pourtant, à le lire plus attentivement, il fait ressortir au moins deux aspects intéressants. La nature juridique du contrat de prêt d'une part, la notion d'emprunteur averti d'autre part. En premier lieu, les magistrats de la Chambre commerciale réaffirment le caractère consensuel et synalagmatique du contrat de prêt conclu avec un professionnel du crédit. Le contrat est donc parfait dès l'échange des consentements. En second lieu, cet arrêt illustre la difficulté de cerner avec précision la notion d'emprunteur averti, malgré les nombreuses décisions en la matière. La banque est tenue à son égard d'un devoir de mise en garde si et seulement si il prouve qu'il est un emprunteur profane. À défaut, il devra établir que la banque, en raison de circonstances exceptionnelles, avait sur les risques de l'opération financée des informations que lui-même ignorait. Santé.
projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et au territoire. Le Sénat a adopté en première lecture ce projet de loi dans la nuit du 5 au 6 juin, à 2h45, par 177 voix contre 153. Le projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et au territoire résulte d'une large concertation entre les États généraux de l'offre de soins qui ont étudié la répartition des professionnels de santé sur le territoire et leurs missions, et la commission Larcher qui a étudié l'évolution des missions de l'hôpital. Le projet tente de résoudre les problèmes liés à l'assurance maladie, mais également à l'accès aux soins, en raison de l'évolution de la démographie médicale et des nouvelles formes d'exercice, et enfin à l'organisation territoriale du système de santé, fragmenté entre une pluralité de partenaires, comme le souligne le site du Sénat. Nous venons de vous présenter le dernier numéro de la Gazette d'actualité juridique de la Faculté de droit virtuel. Nous nous retrouverons l'année prochaine. En attendant, toute l'équipe de la FDV et du Centre de droit et nouvelles technologies a le plaisir de vous convier à son colloque international annuel, les 4e journées du e-learning, qui auront lieu les 25 et 26 juin prochains et dont le thème cette année est la valorisation du e-learning. Bonnes vacances à tous!